Aujourd'hui, pour cet entretien, nous allons échanger pendant environ 1 heure sur un sujet qui, disons-le clairement, suscite de nombreux débats et de nombreuses spéculations, voire même des espérances pour certains, à savoir le métaverse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Fanny, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots? Bonjour, donc je m'appelle Fanny Parise, je suis anthropologue, docteur de la Sorbonne, je suis chercheur associé à l'Université de Lausanne et parallèlement à ça, j'ai une agence de recherche créative où j'aide des institutions qui se posent des questions sur ce qui se passe actuellement, mais également sur le futur pour mieux se préparer dès à présent. Je suis spécialisée sur l'évolution des modes de vie et de nos sociétés contemporaines et notamment sur les liens entre consommation, mode de vie, entre ce que l'on va faire dans sa vie de tous les jours et les croyances qui vont se nourrir l'un l'autre. Première question, assez large qui va permettre de bien introduire le sujet. Tout simplement, qu'est-ce que le métaverse dont parle Mark Zuckerberg? Alors un métavers, c'est un univers fictif, immersif, qui représente une réalité qui va être alternative à la nôtre. Dans un premier temps, en fait, le métaverse ou les métaverses, on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est pas un terme qui est nouveau. Il est apparu la première fois en 1992 dans un roman de science-fiction de style cyberpunk qui s'appelle Le Samouraï virtuel et qui présentait cet univers-là. Et aujourd'hui, le métaverse, même si on ne sait pas forcément ce qu'il sous-entend, comment le définir, on en a quand même une image assez précise parce que dans la science-fiction, que ce soit dans les films ou dans les séries, on a de plus en plus cette thématique des métaverses qui va être abordée comme extension de la vie physique et de notre réalité ou comme des nouveaux mondes qui vont être possibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ce moment, on parle du métaverse, d'un métaverse, comme s'il y avait une réalité alternative et virtuelle qui était en train de se construire devant nos yeux, mais actuellement, on doit davantage parler des métaverses parce qu'il y a autant de réalités virtuelles potentielles qu'il y a d'entreprises ou d'initiatives qui souhaitent proposer un espace virtuel et immersif par rapport à ça. Et juste pour terminer l'introduction par rapport à ça, le signe distinctif d'un métavers, c'est qu'il va être peuplé d'avatars qui vont représenter des individus, des institutions, des chatbots ou des entreprises qui vont permettre d'interagir entre les individus et de vaquer plus ou moins à des occupations. Donc dans des jeux vidéo, elles peuvent être loin du réel, on peut avoir le droit de tuer tout le monde, mais également dans d'autres types de réalité virtuelle comme Animal Crossing, on va pouvoir vaquer à des occupations très quotidiennes. On va pouvoir labourer son jardin, faire de la décoration, même faire du sport et communiquer avec des animaux anthropomorphes. Donc vraiment, le métaverse, c'est un champ des possibles dans un univers virtuel qui met en scène des interactions sociales entre des individus bien réels cette fois-ci. Justement, vous parlez d'interaction sociale. Sociologiquement, comment on peut considérer cet univers? Certains pourraient dire que c'est une mort sociale, disons, parce qu'il y aura plus d'interaction physique, ou du moins il y aura une réduction des interactions physiques, donc des interactions, disons, réelles, quand d'autres, à l'inverse, disent que ça va faciliter les interactions et qu'on pourra parler à davantage de personnes, des personnes qu'on aurait très bien pu ne jamais rencontrer dans la vie réelle, grâce au virtuel. Donc comment on se place sociologiquement? Alors, d'un point de vue sociologique, c'est un petit peu les deux, j'ai envie de vous dire. Parce que pour le moment, les métaverses, tels qu'ils sont imaginés, c'est vraiment une extension de la vie réelle. C'est ce qu'on appelle en anthropologie la digitalisation des modes de vie, c'est-à-dire l'hybridation entre différents niveaux de réalité, donc entre la vie physique, ce qu'on va faire avec nos mains quand on va interagir dans la vraie vie en quelque sorte avec des individus ou qu'on va se rendre à un magasin pour pouvoir acheter une tomate ou un pull. Après, on a la vie digitale qui est déjà bien installée dans nos vies, quand on va interagir sur les réseaux sociaux, quand on va aller sur un site de e-commerce, quand on va faire une réunion Zoom plutôt qu'aller voir ses collègues. Et puis, maintenant, on a un dernier niveau de réalité qui est la vie virtuelle où en fait, ça va nous offrir un ensemble de potentialités supplémentaires. Le métaverse a été aussi démocratisé et été rendu en quelque sorte sexy depuis le premier confinement parce qu'on s'est rendu compte que dans une réalité où nos interactions sociales et nos déplacements étaient limités, le métaverse, c'était une extension possible de notre réalité, un champ des possibles qui devenait beaucoup plus grand. Et effectivement, si on voulait aller à un concert, assister à un défilé de mode ou rencontrer ses amis ou ses collègues, si on en avait marre des Zoom apéros ou je ne sais quoi, on pouvait aller sur un métaverse. En ce sens, c'est juste une potentialité
supplémentaire qui va s'offrir aux individus et qui, d'un point de vue anthropologique, vont leur demander à chaque fois d'arbitrer en fonction de l'objectif qu'ils ont, si c'est aller faire ses courses, voir ses amis, voir sa grand-mère ou je ne sais quoi, par rapport à l'ensemble des potentialités qui leur sont offertes. Donc, la réponse la plus pragmatique, c'est de se dire, en fait, ça ne change pas vraiment, c'est une continuité, cet univers digital. Après, on peut avoir une lecture qui est un petit peu plus sombre en se disant qu'effectivement, même si en pratique et d'un point de vue technologique, le lien social est maintenu parce qu'on va dématérialiser un certain nombre de relations sociales, eh ben, ça participe à cette individualité croissante de nos sociétés parce qu'au final, on va s'enfermer dans une bulle qui va être notre appartement, notre bureau et notre chambre à coucher. On va avoir la fausse impression d'être connecté au monde, mais on va réduire les interactions sociales. Et pour des individus qui ont déjà peu d'interactions sociales ou qui n'aiment pas trop en avoir, et ben moins on en a, moins on a envie d'en avoir, et ça peut être un cercle vicieux qui va faire un petit peu effet boule de neige et qui va amener les individus à se couper petit à petit de plein d'activités qu'ils auraient pu faire dans la vie réelle. Et puis enfin, on a une troisième manière de répondre à cette question, c'est de se dire par qui vont être préemptés les métaverses ou le métaverse. Est-ce que ça va être des espaces libres d'expression qui vont être dédiés au loisir, à l'instruction, au travail, à la solidarité, je vous dis un petit peu n'importe quoi pêle-mêle, ou à l'inverse, est-ce que ça va être des univers qui vont permettre d'avoir une meilleure organisation de notre vie déjà qui est digitale. Donc, de ce fait, ça va avoir un impact cette fois-ci sur nos routines quotidiennes en tant que telles, parce que si on déplace ce que l'on fait dans la vraie vie ou dans la vie digitale, une partie du moins dans la vie virtuelle, j'ai envie de vous dire, l'humanité et le lien social continuent et au final, c'est à l'individu de faire ce qu'il a un petit peu envie de faire avec les métaverses. À l'inverse, si on a des entreprises ou des organisations qui préemptent ces univers et qui mettent leurs règles et leurs lois, et ben, ça va avoir une incidence sur nos visions du monde et sur les pratiques et nos routines quotidiennes. Et là, ça peut avoir un impact qui est plus important. Et enfin, dernier niveau de réponse par rapport à ça, le métaverse, c'est un petit peu l'expression ou la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité qui est celui de pouvoir discuter avec des esprits, avec des proches, de rendre réel en quelque sorte un monde visible et invisible où dans chaque société, on va avoir des médiums, des sorciers, des chamans, etc., qui vont permettre de relier le visible et l'invisible et de donner accès aux individus au monde des rêves, de l'imaginaire, des mythes, etc., et donner des nouvelles explications sur le monde. Et ces métaverses, d'un point de vue anthropologique, ça peut être une manière, d'un point de vue technologique, de rendre accessible toute une partie des représentations qui sont nécessaires à l'être humain et qui, là, deviennent réalité. Et de ce fait, ça pose une question sur l'avenir de notre humanité. On parle déjà d'immortalité numérique avec les métaverses alors qu'on est au balbutiement technologique. Et ben, ça veut dire quoi si on arrive à tuer la mort, même d'un point de vue numérique, et qu'on arrive chacun à être un petit peu des chamans, des médiateurs entre nos imaginaires et la vie réelle? Est-ce qu'on est vers un nouveau stade de l'humanité ou à l'inverse, est-ce qu'on va complètement se perdre dans cette virtualité qui au final nous coupe de nous-mêmes et des autres? Quand on présente le métaverse et quand on parle d'extension, disons, de la vie réelle à travers le virtuel, est-ce que c'est pas une manière de faire passer tout doucement, entre guillemets, la pilule à ceux qui seraient averses à cette nouvelle technologie, à ce nouvel univers? Il y a plusieurs éléments de réponse. C'est que déjà, pour le moment, et d'un point de vue médiatique, ou même du divertissement de manière un petit peu plus générale, c'est porté par les DAN, donc tout ce qui va être Netflix, Prime, Disney dans la fiction, et par les GAFAM dans la vie réelle. Les GAFAM, ils portent quand même depuis plusieurs dizaines d'années l'utopie numérique, qui est la continuité du rêve hippie de faire des communautés qui n'ont pas forcément marché dans la vie réelle, notamment aux États-Unis. Et du coup, Internet, c'est devenu un nouvel Eldorado où on pouvait imaginer un monde meilleur. Et en fait, dans notre société, même si maintenant cette utopie numérique, c'est devenu une utopie capitalistique, et ben en fait, on a quand même toujours ce vieux rêve qui va tenter les discours. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nos sociétés occidentales reposent sur ce que j'appelle le mythe de la pensée magique de l'énergie. On est persuadé que toutes les solutions aux problèmes que l'on a d'un point de vue individuel, collectif et plus globaux, que ce soit économique, sanitaire ou environnementaux, auront forcément une solution qui sera technologique. Donc, ces deux éléments
font qu'effectivement, le métaverse arrive comme une solution providentielle, un nouvel Eldorado. C'est comme la conquête spatiale, au final, le métaverse. C'est de se dire, bon, bah, si, pour plein de raisons, aujourd'hui, notre vie sur Terre, elle est compliquée, comment on arrive à trouver des solutions? Et puis, de manière sous-jacente, cette utopie numérique, elle participe encore plus à faire reculer les frontières entre les GAFAM et les DAN et les États, en montrant que ces structures ont de plus en plus de poids pour donner un cap à suivre, que ce soit du point de vue de l'économie de manière générale, mais également d'un point de vue politique, parce que ça a des répercussions qui sont hyper importantes. Donc d'un côté, c'est pour nous faire passer la pilule, mais d'un autre côté, c'est aussi un tour de force pour pouvoir imposer leur place dans la société. On a tout un ensemble de littérature qui s'intéresse au techno-féodalisme en montrant que ces entreprises, elles sont en train de recréer un nouveau Moyen-Âge, mais c'est à l'âge de l'high-tech, où la population est en train d'aller dans un nouvel âge un petit peu obscur, où on se pose moins de questions parce qu'on a l'impression d'avoir toutes les réponses et au final, c'est beaucoup plus compliqué de critiquer en quelque sorte le clan du bien qui est porté par cette utopie numérique qui au final a un enjeu de se réinventer par un capitalisme qui se virtualiserait. Et ce qui est en plus assez néfaste, c'est que c'est une course en avant parce que des métaverses ou un métaverse qui serait une véritable alternative à la vie réelle entre la pollution des serveurs plus l'extraction de toutes les terres rares nécessaires à la fabrication de l'ensemble des appareils technologiques qui sont nécessaires pour pouvoir s'immerger dans ce monde virtuel provoquerait une pollution numérique hyper importante. Donc au final, on donne l'illusion à la population, aux institutions d'avoir une solution. Si on fait beaucoup moins de choses dans la vie réelle, mais qu'on dématérialise, eh ben on pollue plus, sauf que la pollution est plus loin de la population, elle est mise à distance, donc on a l'impression qu'elle n'existe pas, mais elle est pour autant bien présente. Dans ce que vous avez dit, vous avez employé plein d'éléments clés en parler de conquête spatiale, de Moyen-Âge, de politique. Est-ce que quand on parle de métaverse, on peut parler de révolution? Et est-ce que si on parle de révolution, on a déjà vu dans l'histoire une révolution aussi radicale dans le sens où elle va avoir une influence sur les mœurs aussi forte? Alors, si on repart sur la pensée magique de l'énergie, en fait, à chaque transition énergétique de l'histoire de l'humanité, il y a eu des bouleversements majeurs en termes de mode de vie et du coup de manière d'habiter le monde. La première, c'est quand on a maîtrisé le feu. Ensuite, c'est quand on a maîtrisé les éléments. Donc l'air avec les moulins, l'eau, etc. Ensuite, ça a été le charbon, l'électricité, le nucléaire, etc. Et là, en fait, on participe toujours dans cette croyance de l'énergie en se disant que la prochaine transition énergétique permettra d'avoir toujours une énergie illimitée, toujours plus bon marché et qui en plus maintenant ne sera pas polluante parce qu'on doit être dans l'ère du décarboné. Et en fait, le métaverse est un petit peu la nouvelle utopie de cette 4e révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Donc effectivement, si le métaverse, je dis bien si, parce que pour l'instant rien n'est fait, arrive à se concrétiser comme une alternative à la vie réelle, eh ben, ce sera le signe que cette révolution est terminée et que tous nos modes de vie, nos us et coutumes dans la vie quotidienne seront bouleversés. Et ça, l'histoire de l'humanité, elle le montre à chaque fois. Et ce qui est un petit peu compliqué actuellement, et c'est pour ça que, d'après moi, ce sujet soulève autant de questions dans la presse, dans les universités et auprès de la population de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, on spécule, c'est-à-dire on est vraiment des croyants de l'énergie et qu'on se dit que dans 50 ou dans 100 ans, on aura la fusion nucléaire ou on aura une autre énergie qui sera vraiment propre cette fois-ci et qui nous permettra d'aller encore plus loin dans ce rêve techno-solutionné d'un mode de vie en harmonie avec la nature, avec un confort occidental qui ne sera pas perdu. Et en fait, les métavers, c'est un petit peu un pansement que l'on va mettre sur nos modes de vie en se disant, bon bah ouais, le capitalisme et le confort occidental, c'est cool. Par contre, on a quand même la transition éco-environnementale. C'est compliqué de fermer les yeux. Et ben peut-être que le métaverse va nous permettre d'aller encore plus loin et de rendre cette illusion nostalgique du temps de la grande consommation encore possible. Et s'il ne l'est pas vraiment dans la vraie vie, il le sera dans cet univers, dans cette bulle protégée. Et ça dépendra bien évidemment de qui régira cet espace ou ces espaces.
Peut-être que je me trompe, mais dans l'histoire, j'ai jamais eu le sentiment qu'on avait annoncé à ce point un changement aussi fondamental qui allait se dérouler sur la prochaine décennie, même plus sur les 15, 20, 30, 50 prochaines années. Là, on annonce avec le métaverse qu'il va y avoir une révolution en termes de vie. Quand je dis de vie, je parle donc de vie réelle. Et maintenant, il faut évidemment parler de vie numérique. Et est-ce que un tel changement, alors là, c'est une question un peu passionnelle, mais est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur? L'être humain, de manière générale, n'aime pas le changement. Il a besoin de routines quotidiennes pour pouvoir se rassurer, avoir un cadre normatif et continuer à interagir avec ses congénères. Donc forcément, on lui dit qu'il va avoir une révolution, qu'il va avoir un effondrement, qu'il va avoir je ne sais quoi, il est hyper flippé. Le métaverse, d'un côté, effectivement, il faut en avoir peur parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer et on ne peut pas prédire à l'avenir quel va être l'impact sur nos relations sociales, notre rapport au monde et même d'un point de vue psychologique. Par contre, c'est pour ça qu'il suscite beaucoup de passion et qu'il ne fait pas si peur que ça pour l'instant, parce qu'en fait, il porte la promesse de cette fameuse pensée magique de l'énergie en disant, grâce au métaverse, rien ne va vraiment changer, on va digitaliser, on va virtualiser, mais les mecs, vous pourrez toujours aller sur Amazon, regarder Netflix, faire du sport avec vos copines sur ces métaverses, etc., etc. Donc en fait, on le vend plus pour le moment comme une dématérialisation d'un mode de vie qui fait rêver parce qu'on a peur de le perdre alors qu'avant on le critiquait, plutôt qu'un bouleversement en tant que tel, et certainement à tort. Et est-ce que justement l'humain, vous dites qu'il est quelque part réfractaire au changement? Ce qui est assez paradoxal, c'est est-ce que malgré le fait qu'il soit réfractaire, est-ce qu'il ne finit pas toujours par accepter et s'accommoder aux nouvelles modes et à finalement accepter ce qui se présente face à lui? En fait, il n'a pas le choix. Pour sa survie, l'être humain a toujours dû s'adapter aux contraintes et tirer parti de la nouvelle situation. Ça s'est fortement vu pendant le premier confinement où j'avais mené une étude quantitative entre la France et la Suisse. On s'est rendu compte qu'effectivement, à l'annonce des confinements et à sa mise en place, on a eu vraiment un effet de sidération qui a duré à peu près une quinzaine de jours. On le voyait dans les questionnaires qu'on lançait et qu'au bout de 15 jours, les individus, mais de manière presque vraiment automatique, se sont réorganisés, ont remis en place des routines quotidiennes et ils ont avancé pas à pas. Même si l'individu s'adapte, ça c'est clair, il s'adapte toujours, il est beaucoup plus prompt au changement quand il a l'impression que ça ne va pas durer ou que c'est pour du mieux. Et ça, la pandémie qu'on vit actuellement l'illustre très bien, où en gros la première année, on se disait ça va pas durer, on s'adapte, c'est pas si horrible que ça, on arrive à trouver... Or, les personnes en urgence absolue arrivaient à trouver des éléments qui étaient positifs. Là, de fil en aiguille, c'est en train de s'étioler. On le voit sur les réseaux sociaux, auprès des individus qu'on interroge, qu'on est en train de remettre en question ces efforts et cette routine provisoire qui est en train de devenir le new normal et qui est un petit peu une arnaque pour tout à chacun. Mais ça, c'est encore autre chose. Pour le métavers, c'est un petit peu la même chose. Si on est vraiment sur une duplication du monde réel et qu'au final, les individus ont encore la main sur leur quotidien et qu'ils ont juste une option en plus, tout ira bien. Si par contre, on leur vend que c'est une alternative miracle en quelque sorte à la survie de nos modes de vie et par extension à la permanence du capitalisme et qu'ils se rendent compte qu'il y a un certain nombre de freins, de complications qu'ils vont avoir en se déportant plus ou moins sur le métaverse, là, ça va être plus compliqué. Donc, c'est à la fois la notion de changement, pourquoi on l'accepte, comment il dure et puis quelle va être la réalité qui va se restabiliser à l'issue de ce changement. C'est plus ça qui pose question. Et pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure sur est-ce que dans l'histoire, on a eu autant des annonces de changement. Je suis pas historienne, donc je peux pas le dire, mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur des changements qui sont très très rapides via l'évolution des nouvelles technologies et qu'on a de plus en plus de fables autoréalisatrices qui sont visibles et accessibles à tous, parce que les prédicateurs de la tech, c'est les prédicateurs du Moyen-Âge, sauf qu'ils ont une audience qui n'est pas possible et qui se confond de plus en plus avec tout ce qui est l'entertainment et la société de divertissement et la culture du spectacle. Donc pour ça, en fait, toutes les frontières sont un petit peu abolies, ne sont pas claires et on a l'impression qu'en fait, le métaverse est déjà là. Mais c'est pas parce que Netflix nous montre un métaverse ou un autre Dan qu'il existe vraiment pour l'instant, en fait.
La première question que je me suis posée lorsqu'il y a eu l'annonce de ce métaverse et d'univers virtuel qui nous permettrait de faire virtuellement ce que nous faisons aujourd'hui, mais en mieux, mais peut-être encore plus incroyable, en plus imaginatif. La question que je me suis posée, c'est est-ce que ce n'est pas, au vu de la personne qui fait cette annonce, qui fait ce projet, Mark Zuckerberg, est-ce que c'est pas l'annonce à demi-mot d'un puissant de ce monde, disons-le clairement, et qui finalement, par ce projet, met en avant le fait que la vie sur Terre, d'un point de vue éco-environnemental, va devenir très compliquée et qu'il faut en passer par là pour pouvoir continuer à, disons, jouir de notre confort matériel? Il y a plusieurs éléments, hein. Le premier, c'est un fin stratège qui, en faisant un effet d'annonce comme celui-ci, savait qu'il y aurait eu des répercussions auprès de tous ses concurrents ou de ses prestataires en termes d'investissement et sur les années à venir. Donc, il donne un cap à suivre et il se positionne toujours comme pionnier. Il a été celui qui nous a projetés quand même dans l'univers digital, donc l'étape d'avant avec Facebook. Maintenant, Facebook, c'est un réseau social qui est vieillissant, ou même si son groupe a racheté plein d'autres réseaux sociaux, on se rend compte que maintenant c'est inscrit dans notre vie. Donc comment il arrive toujours à se positionner comme un autre pionnier de ce monde virtuel? Le deuxième élément de réponse qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est de montrer qu'en fait, déjà aujourd'hui, mais demain, tel qu'il le conçoit lui, ce n'est plus les États qui pourront sauver la population ou maintenir le niveau de vie, mais des privés, et pas n'importe quel privé, ceux de la tech et de la Silicon Valley. Et le troisième élément, c'est de se dire, ne vous inquiétez pas, nous avons une solution, on vous matraque dans la tête toute la journée qu'on va tous mourir et que le monde va mal, mais moi par contre, je vous propose un nouvel Éden qui ne sera pas dans un coin reculé du monde ou sur une autre planète, parce que ça, on a d'autres personnes qui sont sur ce créneau-là. Lui, le sien, c'est le monde virtuel. Et ce que je trouve, d'un point de vue anthropologique et par rapport aux travaux de recherche que je mène, où j'arrive pas forcément à comprendre, c'est comment on peut prétendre, et c'est ça qu'il sous-entend, qu'effectivement la vie sur Terre, nos modes de vie ne sont pas soutenables. Si on les dématérialise, en fait, ça l'est pas plus. Ça sera pareil, voire pire, mais au final, il n'y aura pas forcément de grands changements, de prise de position en termes de décroissance qui permettront de rendre nos modes de vie soutenables. Donc c'est ça où j'ai pas une assez grande connaissance des stratégies des GAFAM pour pouvoir le dire, mais pour l'instant c'est un peu plus une hérésie de se dire que le virtuel ne pollue pas, c'est juste invisible en fait. Et c'est tout le principe du capitalisme responsable qui est en train d'émerger, c'est que si on ne voit pas, c'est que c'est forcément mieux, mais généralement c'est pas le cas. Et pour en revenir à toutes ces grandes évolutions qui ont emmené des changements de mode de vie, à chaque fois qu'on a eu des nouvelles énergies qui ont amené des changements de société, ça a demandé de nombreux efforts à la population et au monde de manière générale, parce que toutes les institutions devaient se réorganiser. Et là, magie de la tech, on nous propose une transition énergétique à moindre effort pour la population et même hyper cool, hyper fun. Donc c'est là où ça va pas forcément en fait. Pour revenir à la question que je posais tout à l'heure sur la thématique, disons, du changement et de la capacité de l'individu à accepter ça, et pour revenir également à la question précédente. En fait, lorsque j'ai entendu parler du métaverse, et d'ailleurs ça a été confirmé par la suite, j'ai tout de suite pensé au film Ready Player One. Ce qui est présenté ce qui est écrit dans le synopsis de ce film, il est indiqué, je cite, le monde est au bord du chaos. Et aujourd'hui, on parle tellement d'un projet, d'un univers qui changerait nos mœurs qu'il sera, je pense, difficile que les individus l'acceptent et se mettent et rentrent dans ce système. Et je me dis que l'une des issues qui inviterait, au-delà même d'inviter, qui conditionnerait la réussite du métaverse et le fait que les personnes acceptent cet univers, c'est justement que la conduite de leur situation, de leur confort matériel ne passe que par cet univers virtuel. Ah mais c'est totalement ça, et ça reprend les propos, les échanges qu'on avait précédemment. C'est qu'au final, en fait, et c'est tout le paradoxe, c'est qu'on demande aux individus d'accepter des changements, parce que là on parle du métaverse, mais c'est pareil dans le monde de l'entreprise, avec la plateformisation, avec de plus en plus de personnes qui vont être indépendantes freelance, avec
Maintenant, les jeunes, ils savent qu'ils vont plus faire leur carrière dans les mêmes entreprises. En fait, on les amène à changer. On leur dit que la flexibilité, l'hybridation, l'insécurité, en fait, c'est cool et c'est comme ça que notre monde est. Donc, on change le sens des mots et les définitions que l'on va en mettre pour faire accepter le changement. Ça, c'est à l'échelle de l'individu. Et effectivement, si on nous dit ta vie ne va pas être gâchée, tu vas pas devoir renoncer à plein de choses si tu virtualises, bah bien évidemment, on y va. Et c'est pareil pour les individus, on leur dit apprends à être flexible, apprends à gérer l'incertitude comme une valeur positive, sinon en fait, tu n'as pas de boulot et en plus, tu n'auras pas la vie que tu as envie d'avoir. Donc forcément, quelque chose qui est très agressif et très négatif va être perçu comme quelque chose de positif. Mais par contre, si on prend maintenant la loupe de l'anthropologue, c'est-à-dire qu'on dézoome et qu'on ne s'intéresse plus à l'individu et à tous ces petits gestes où effectivement il change l'individu, et ben en fait on se rend compte que tout ça c'est fait pour assurer une permanence du capitalisme, du système et de nos institutions. Donc du coup, on amène les individus à accepter de manière positive un changement qui est un petit peu contre nature pour l'espèce humaine en leur disant non, mais tout va aller mieux, mais au final, c'est pour conserver un système qui est bien en place et qui est bien existant. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire qu'au final, on nous amène à changer pour que rien ne change. Ça, c'est très compliqué de le comprendre d'un point de vue émotionnel et psychologique à l'échelle individuelle, parce que oui, on a tous changé nos pratiques de mindset par rapport à la vie quotidienne, et effectivement, pourquoi pas le métaverse là-dedans. Mais derrière, en fait, ce changement amène de la stabilité et une permanence de nos institutions. Et par rapport à tous les écueils et les enjeux qu'il y a vis-à-vis de la transition écologique et tout l'attrait pour l'éco-responsabilité, notamment dans la consommation, et ben on se rend compte qu'on raconte une belle histoire aux individus qui veulent bien faire, qui sont perdus. Donc on leur propose des solutions, des alternatives, que ce soit une pâte à biscuits bio ou un métaverse, c'est la même chose, mais qu'au final, le système de production, distribution ou les personnes qui sont derrière n'ont pas vraiment changé. Et parce que pour vous, si je comprends bien, l'une des réponses, des solutions pour répondre aux problématiques environnementales qui ne cessent de rentrer dans les débats serait justement de remettre en cause l'organisation capitalistique et le système qui aujourd'hui, par sa logique de surproduction, de production, engendre ce désastre, disons, environnemental. Moi, je pose une problématique et une réflexion critique qui est systémique sur l'ensemble de nos modes de vie en essayant de mettre en exergue et en tension toutes les contradictions entre ce que les gens disent et ce que les gens font, que ce soit à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une très forte culpabilisation, une hyper-responsabilisation de l'individu par rapport à toutes les problématiques écologiques ou environnementales. On lui dit, mec, trie tes déchets, va dans un magasin bio, prends ton vélo, sinon en gros t'es un gros connard, ce qui amène de nouveaux mots culturels. Mais d'un autre côté, en fait, les personnes qui nous disent ça sont toujours les mêmes institutions ou les mêmes firmes qui ont quand même un objectif de profitabilité par cette éco-responsabilité et le capitalisme responsable. Et c'est ça qui est assez déroutant pour les individus, c'est qu'on a l'impression qu'en étant dans une logique d'éco-responsabilité, effectivement, ça va aller vers le mieux. Sauf que, en fait, ce sont des gestes qui sont dérisoires par rapport à l'urgence climatique que les scientifiques nous disent. Et ce qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que le capitalisme s'adapte très bien aux changements de société, aux nouvelles aspirations des consommateurs. À la fin du XXe siècle, il a englobé toutes les préoccupations contre-culturelles qui étaient grandissantes dans la société, qui avaient émergé depuis les années 60-70. Et depuis quelques années, il est sorti grandi des enjeux de responsabilité et de sobriété de la société. Et ce qu'on voit d'un point de vue anthropologique, c'est qu'en fait, la sobriété, c'est devenu un nouvel enjeu de distinction sociale où au final, faut déjà avoir les moyens de déconsommer et de faire différemment. Avec le métaverse, il y aura peut-être des métaverses d'ultra riches qui seront en gros des réseaux sociaux 4.0 qui permettront de conserver une oligarchie, qu'elle soit à l'échelle nationale ou internationale, mais que dans l'ensemble des cas, en fait, on est vraiment pour que rien ne change malgré tous les efforts qu'on demande à la population. Et ça, c'est un petit peu vache.
parlons d'une question très simple sur le fait que le métaverse est quelque chose qui va s'imposer à l'individu, en cas de réussite évidemment, mais qui va évidemment bouleverser les mœurs. Est-ce qu'on n'est pas là sur un sujet qui nécessite une discussion démocratique, enfin plutôt une remise en cause de la démocratie, à savoir où les décisions et les changements de nos habitudes ne passent pas par une décision politique ou un choix du corps social, mais plutôt par un projet d'une firme capitaliste. Bah, effectivement, en fait, dès aujourd'hui, il devrait avoir des consortiums ou des think tanks éthiques, comme il y en a pour la robotique et la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Ça, je suis bien d'accord. Aujourd'hui, quand on parle de régulation démocratique des métaverses, on est aussi dans la projection de nos propres aspirations, de nos propres fantasmes par rapport à l'univers de science-fiction que l'on peut avoir. Aujourd'hui, en fait, le métaverse, pour moi, n'est pas différent d'avoir un profil Facebook ou une page Insta. Parce qu'au final, on a l'impression d'appartenir à une communauté, de gérer son identité, ses interactions sociales, de se mettre en scène plus ou moins, etc. On a l'impression qu'on est libre de faire ça, sauf qu'on oublie que derrière, en fait, c'est des entreprises qui ont des enjeux, qui vendent nos données, qui nous suggèrent des choses à acheter et qui font partie du système. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à positionner les individus dans une logique assez utopique où chacun serait un petit peu des artistes ou des entrepreneurs de leur vie, et au final, on n'a pas l'impression de participer à alimenter la machine de ces firmes, mais de créer un monde un petit peu meilleur, qu'on a l'impression de s'épanouir nous-mêmes. Et en fait, toute la logique des GAFAM est positionnée là-dessus, que ce soit auprès des utilisateurs et de la communauté, comme auprès des salariés, où on a une ode à la créativité, au dépassement de soi, un projet de société dont les salariés vont sortir grandir, parce qu'on ne peut pas leur dire non mais les mecs, tous les algorithmes que tu es en train de faire, en fait c'est pour mieux pliquer les gens ou pour mieux leur proposer des choses qui correspondent à leurs aspirations. Donc cette utopie numérique, elle brouille et elle efface ces frontières entre vie privée, vie publique, vie professionnelle. On a l'impression que les réseaux sociaux sont libres alors qu'ils ne le sont pas. Et en fait, le métaverse, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Et effectivement, on a tout à parier que dans un premier temps, on aura des métaverses et chaque métaverse sera régi par un GAFAM, une institution, une entreprise qui mettra ses propres règles. Et en fait, là, quelle est la distinction entre règles d'utilisation, en quelque sorte, d'un métaverse et lois? Est-ce que ça va être les lois internationales? Est-ce que ça va être les lois nationales qui vont être mises en place? Et qu'est-ce que l'on va avoir le droit de faire ou pas? Que vont devenir nos données et quelle va être la frontière entre le bien et le mal? Donc c'est toutes ces questions-là qui sont à se poser, mais qui vont avoir des réponses difficiles parce que déjà aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe et cette évangélisation des réseaux sociaux, même si on le sait, on a du mal à imaginer qu'en fait on travaille pour eux lorsque l'on est en train de surfer sur Internet. Et donc, dans les métaverses, on peut imaginer que le travail sera encore plus invisible, mais qu'il y aura encore plus un impact sur nous, sur notre système, etc., etc. Je vais revenir à l'une des premières questions que je vous ai posées. Finalement, est-ce que ce qui nous rapproche, ce qui nous unit quelque part, c'est le fait d'être dans un univers réel, dans un monde commun, alors que le métaverse est un système qui permet à chacun d'offrir son propre monde, d'individualiser l'individu dans son univers. Je prends l'exemple du film Ready Player One. Vous savez, vous avez un moment où on voit chacun est dans son environnement. Une personne s'est fabriquée une montagne, un autre est en train de surfer je ne sais où. Alors, dans l'univers réel, il y a, disons, cette interconnexion. Donc, par cette logique du métaverse, créerait, pour en revenir à l'une des premières questions que je vous ai posées sur les interactions sociales, Oui. Finalement, une situation où les interactions sociales vont se réduire. En fait, je pense qu'il y a un petit peu les deux. Parce qu'effectivement, comme vous le dites à juste titre, chacun va être un petit peu enfermé dans une bulle, dans ses activités et se créer son propre univers. Comme ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui, où les individus vont être quand même dans l'épanouissement personnel, tourner autour d'activités liées au bien-être, etc. Donc,
En gros, en ce sens, on projette ce qu'on fait dans la vraie vie dans ce monde virtuel. Et de ce fait, en fait, les interactions sociales vont plus être un moyen de s'épanouir, mais vont être une conséquence de l'épanouissement individuel que l'individu va avoir. Ou si on se dit qu'on veut aller surfer à Hawaï dans le métaverse, et ben on va peut-être rencontrer d'autres personnes aux quatre coins du monde qui surfent aussi à Hawaï dans ce métaverse, et au final, ça va créer du lien. Et de l'autre côté, effectivement, ça participe à accélérer cette individualisation de la société et enfermer de plus en plus ces individus dans des bulles qui, au final, ne leur donneront pas forcément de raison, que ce soit avec leurs proches, tout seuls ou avec des inconnus, en fait, de sortir de chez eux parce que ils peuvent avoir des combinaisons haptiques, des masses de réalité virtuelle où au final, peut-être que ce monde, il sera mieux que la vie réelle et en plus, c'est plus confort parce qu'on reste chez soi. Mais le lien social, il va évoluer. Il a évolué déjà avec l'arrivée d'Internet, des smartphones et de tous ces réseaux sociaux. Et à chaque fois, l'individu, de toute façon, on l'a dit, hein, s'adapte et va engendrer de nouvelles interactions qui vont être cohérentes. Et on ne peut pas prévoir, en fonction de l'évolution du métaverse, ce que ça va donner. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, si un ou des métaverses se démocratisent réellement, en fait, quelles vont être les interactions sociales entre ceux qui sont dans les métaverses, tout ou partie du temps, et les autres, à l'inverse, qui refusent ces univers virtuels ou alors qui ne peuvent pas en avoir accès parce qu'il y a l'électrisme numérique, électronique qui est de plus en plus fort. Ça va nécessiter un certain nombre de matériels et d'équipements qui ont un coût, qui vont être liés à des modes de vie et un certain nombre d'apprentissages qui ne va pas de soi. Si on fait le parallèle avec tout ce qui est consommation économe ou éco-responsable, en fait, il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir le faire, mais ils n'ont pas le temps, pas le budget, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour arriver à mettre en place certaines pratiques et même s'ils ont envie de le faire, en fait, ils ne le feront pas parce que c'est trop loin de leur quotidien. Et du coup, dans le métaverse, du moins dans un premier temps et dans un temps qui peut être relativement long, et ben ça peut être pareil. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les personnes qui ont un smartphone ou qui ont un ordinateur personnel. On a tendance à l'oublier quand on est sur ces sujets-là. Donc, je serais plus sur le lien social, quelque chose qui n'est pas de la pure spéculation, de se dire qu'on peut avoir une polarisation croissante entre ceux qui sont dans les métaverses et ceux qui refusent les métaverses, plutôt qu'une perte de lien social, parce que on peut se dire que les individus vont se réorganiser et on le voit très bien même pendant le confinement. Avec les réseaux sociaux, ça a permis d'assurer une continuité des relations sociales. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est que les métaverses, comme extension de nos modes de vie, nous apprennent à être tout seuls, mais ensemble. Et c'est le grand paradoxe. Et à chaque fois, ça fait un petit peu on va dire des courts-circuits dans la tête parce que tout est paradoxal. On est seul, mais on est ensemble. On doit changer, mais au final, rien ne change. Donc en fait, c'est que des situations qui sont insolubles qu'on nous présente comme la solution miracle et comme quelque chose de très logique. Et forcément, pour les gens, c'est hyper compliqué parce que tout est contre-intuitif et rien n'est logique au final. Merci d'avoir répondu à cette petite aparté, parce que de base, on était parti sur une thématique sur la régulation. Je vais revenir du coup sur le sujet de la régulation. Quand on parle des GAFAM, on a vu progressivement dans le temps que des pouvoirs étatiques leur ont été conférés. Si je prends par exemple Facebook ou Twitter, l'État leur a transféré, disons, le pouvoir de censure et l'obligation d'exercer la censure en fonction de certains commentaires, de certaines publications. On a Facebook qui a eu un projet de création de monnaie il y a quelques années, le métaverse. Nous verrons comment les choses évoluent, parce qu'il peut y avoir une connexion logique par ce système-là. La monnaie pose des questions en termes d'emprise et de pouvoir que ça représente, parce que la monnaie est par substance l'une des représentations étatiques les plus fortes. Donc maintenant, pour revenir sur le métaverse, si le projet du métaverse venait à se concrétiser, qui en serait le régulateur? Est-ce que, ça c'est son fondateur Mark Zuckerberg, est-ce qu'il y aurait une logique de régulation publique? Qui seraient les régulateurs publics? Est-ce qu'on prendrait les mêmes acteurs qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de pays dans la logique du métaverse? Est-ce qu'il y aurait le président Macron qui serait représentant des avatars français? Comment la régulation pourrait s'organiser? En fait, la question, c'est de se dire déjà quelle orientation vont avoir les métaverses. Est-ce que, en gros, on aura la vie réelle et le métaverse? Et si c'est le cas en tant que tel, en fait, le métaverse
dans sa logique, devrait être régulé par les instances et les institutions de la vie physique, parce que ce serait juste une réalité supplémentaire. Mais dans un premier temps, c'est pas ça qui va se passer, c'est Facebook qui va avoir son métaverse, et la question c'est de se dire, est-ce qu'il va gagner la guerre? Parce qu'il va y avoir plein d'autres petits métaverses ou grands métaverses qui vont arriver, est-ce qu'il va réussir à les encapsuler et à créer cet univers-là où il pourra mettre ses règles dedans, et ces règles se substitueront à celles de la vie réelle, ou alors est-ce qu'on va avoir une constellation de métaverses qui, eux, seront gérés soit par, je sais pas moi, un système de régulation inter-métaverse qui serait peut-être un intermédiaire entre les règles d'utilisation d'un réseau social aujourd'hui, plus les règles déontologiques ou la régulation classique qu'on peut avoir des échanges ou je ne sais quoi dans le monde réel. Ça, on ne peut pas forcément le savoir, mais peut-être que ça va aller très vite. Mais pour l'instant, et d'après les annonces que Zuckerberg a fait, on va plus être sur une meilleure expérience de navigation de nos réseaux sociaux dans un univers virtuel. Donc pour le moment, d'après moi, la question ne se pose pas, parce qu'on va rester sur des règles d'utilisation, sur une censure et sur un mode de fonctionnement à la Facebook, en fait. Parce que là, on est plus sur la génération d'après ces réseaux sociaux qui peuplent notre vie depuis 10 ou 15 ans. Effectivement, si on pense le métaverse avec notre œil, notre regard que nous avons aujourd'hui, effectivement, on serait dans une logique où, pour les données françaises, par exemple, il y aurait le régulateur de la CNIL qui exercerait son contrôle et son autorité. Mais est-ce que ça peut fonctionner dans une logique de réalité augmentée, mais plus ce système va s'imposer dans les mœurs et dans les cultures, et plus le métaverse va se développer, plus il fera système, plus sa régulation deviendra difficile et son contrôle sera compliqué. Bien évidemment, et en plus, déjà on a vu les prémices pendant le premier confinement. On a des marques qui préemptent ces univers-là, on a des institutions, des musées, etc., etc., etc. Donc effectivement, la question va se poser, est-ce qu'on va avoir une régulation interne et des chartes d'utilisation entre les institutions, c'est-à-dire les personnes qui sont non privées et non individuelles là-dessus? C'est possible aussi, mais de toute façon, les États vont être obligés à un moment donné de se positionner, du moment où on va avoir un certain nombre d'interactions commerciales, des réunions professionnelles et du coup des activités privées ou publiques qui se faisaient dans la vie physique, qui vont se mettre dans le métaverse au-delà d'un simple jeu de rôle ou de jeu vidéo tel qu'on le connaissait avant. Et c'est là toute la problématique. Et quand je fais des conférences dans les entreprises, on a de plus en plus d'entreprises qui, elles, développent leur propre métaverse. Donc, ce sera jamais, ils seront jamais les pionniers de cet univers-là, mais ils peuvent proposer à leur écosystème des conférences, du team building, un certain nombre de choses que maintenant ils font dans cet espace-là. Donc après, peut-être que ces petits espaces vont être intégrés à un grand métaverse et qui après deviendra cette autre réalité. Mais là, on en est pour le moment encore un petit peu loin. Est-ce que le film récemment sorti et qui fait l'actualité Don't Look Up, on ne pourrait pas l'associer à cette logique du métavers, c'est-à-dire sur les nécessités des transitions écologiques à réaliser, qui sont nécessaires, mais qui nécessiteraient une remise en cause du système capitaliste. Et donc, pour faire un changement qui n'en est pas un finalement, c'est-à-dire le changement, c'est pour le métaverse, mais ne pas changer le système, on s'en remet à la logique d'une entreprise privée. Dans le film Don't Look Up, on est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire que pour un sujet qui est même au-delà environnemental, enfin oui, mais encore plus, parce qu'on est quand même sur une comète qui s'écrase sur Terre, on s'en remet à la logique du privé. Est-ce qu'on n'est pas quelque chose qui pourrait s'apparenter? Effectivement, on ne sait pas faire, on ne s'y intéresse pas, ou c'est pas dans nos préoccupations immédiates. Donc les privés le font très bien, et depuis plein d'années, en fait, elles prennent de plus en plus le pas, ou des décisions qui avant étaient faites par le public. Donc ça, c'est un premier point. Dans ce film-là, ce qui est aussi
suggéré, c'est que les problématiques éco-environnementales en fait sont supplantées par les enjeux et les besoins de profitabilité et d'enrichissement. Donc en fait, avec le métavers, c'est exactement la même chose qui se passe. Par contre, la différence qu'il y a pour moi entre ces questions de métaverse et de Facebook et ce film-là, c'est que dans le film, en fait, on a une situation qui est identifiée par les politiques, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on met un privé dessus et si on s'enrichit, c'est cool. Dans le métaverse, je ne suis pas forcément certaine que les États ou les institutions avaient identifié cet enjeu-là de transhumance, on va dire, virtuelle de la population vers le métaverse. C'est plus l'œil aiguisé, on va dire, des privés qui se sont dit, bah attends, moi ça se complique pour plein de raisons dans la vie physique, et ben tout de suite, je vais peut-être créer mon propre monde, mon propre état dans une autre réalité. Et on sait que nous, on a des institutions qui sont ce qu'elles sont, mais qui ont quand même une force d'inertie qui est importante et qui ne pourront pas déployer à la même vitesse qu'un GAFAM. Et en plus, on se met en plus à l'échelle internationale une réalité alternative. Mais justement, je reviens à une question que je vous ai posée tout à l'heure sur la démocratie. Je ne pense pas que les États aient sondé Facebook, Mark Zuckerberg pour ce projet-là, mais on est quand même quelque part dans un substitut réel de l'État sur une problématique qui va avoir un impact sur nos mœurs. Ah mais on le fait déjà aujourd'hui avec les entreprises. Les entreprises maintenant elles sont à mission, à impact. Elles vont sauver le monde en enlevant les emballages plastiques ou en disant aux individus de manger différemment. En fait, on est à la fois sur l'hyper-responsabilisation individuelle et également tous les angles morts ou tout ce qui est un petit peu compliqué à assurer, on va dire, une légitimité ou une importance. On se dit que c'est pas pour l'instant, c'est pas les institutions qui assument le fait qu'on est dans une situation qui est compliquée. Donc, c'est plus facile de mandater de manière officieuse ou non un tiers pour pouvoir gérer ça. Mais après, ces tiers-là, eux, ils doivent être rentables. Et c'est ni bien ni mal, mais c'est leur réalité économique. Donc, forcément, si c'est eux qui s'engagent sur ces sujets-là, on sait très bien qu'on est pour une stabilité du système et des institutions. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de réalité augmentée, ou plutôt d'univers complémentaire à notre vie actuelle, j'avais noté une citation de Laurent Soli, qui est donc le PDG de Facebook, et qui disait, pour traduire ces mots, que le métaverse ne viendra pas justement remplacer nos vies d'aujourd'hui, comme elle le fait, disons, dans Ready Player One. N'est-ce pas surtout, enfin, selon moi, une vue du, disons, niveau 1 du métaverse, et que pour le niveau 2, on passerait justement d'un métaverse dit de réalité augmentée à un métaverse de réalité, de véritable réalité, disons. Et c'est vrai qu'en cette... Ah, pardon. Non, allez-y. Enfin, disons, une manière de... toujours dans cette logique, surtout, de rassurer les personnes qui seraient face à un doute, face à une crainte d'un changement aussi radical. Parce qu'on a donc le public qui est totalement enthousiaste à l'idée de voir ce projet se concrétiser, mais à l'inverse, on a également ceux qui craignent par nature, effectivement, la nature humaine a horreur du changement et aime la routine, mais au-delà même là d'une sortie d'une routine, on est sur un bouleversement de la vie, des mœurs, bouleversement même anthropologique, si je puis m'exprimer ainsi, de la vie humaine. En fait, effectivement, c'est le principe de la fenêtre d'Overton. C'est qu'au final, comment on arrive à passer de l'impensable au pensable et même au souhaitable par un jeu de mots, par un ensemble d'actions sur un temps plus ou moins long qui va nous permettre d'accepter un certain nombre de choses qui étaient perçues comme inacceptables il y a encore peu. Et puis, avec cette annonce-là, en fait, il ment pas. Parce qu'effectivement, les premiers métaverses et le niveau 1, on ne se substitue pas au réel. On est dans une alternative et dans un champ des possibles qui va être augmenté et amélioré. Donc, pour l'instant, c'est vrai. Ensuite, on a Apple, quand même, qui, lui, est en train de se positionner davantage dans la réalité augmentée et qui prend des positions un petit peu plus tranchées et qui ne veut pas
déconnecter les individus du réel, mais plus augmenter le réel. Donc, ils sont aussi obligés de compenser et de composer avec tous ces éléments-là. Et puis après, si comme on parle un petit peu de fiction et de divertissement, si on considère la science-fiction comme une logique un petit peu de placement de produits avant l'heure, où d'un côté on va mettre des technosciences dedans et de l'autre on va voir comment la population réagit, on se dit qu'à moyen ou long terme, et ben en fait le métaverse va être ancré dans les mœurs parce qu'on a déjà une acculturation de l'esprit à ça. Il y a plein de personnes qui trouvent ça cool pour plein de raisons. On a eu des concerts dans le métaverse, etc., etc. Donc effectivement, l'étape ultime, si le développement technologique et des métaverses se poursuit, sera accepté. Et cette fameuse fenêtre de l'acceptabilité, elle ira beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais après, il y a aussi la logique quand même d'équipement, en se disant comment on intègre dans notre univers matériel de nouveaux objets qui vont nous permettre de nous projeter et de voyager en quelque sorte dans ces univers qui sont virtuels. Donc vraiment le scénario d'usage et l'expérience en tant que telle va être clé, notamment pour passer de ce niveau 1 à niveau 2, 3, 4, 5 et 6 et qui va conditionner l'acceptabilité aussi. Et puis c'est ce qu'on voit aussi dans les sondages opinion. Les individus, en fait, très rapidement, ils évoluent sur leur perception et généralement, ils oublient très rapidement le pourquoi du comment. Ils étaient contre quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc, tous ces éléments ont fait qu'effectivement, si métaverse il doit avoir, en fait, il y aura parce que les individus finiront toujours par accepter. Et c'est horrible de dire ça, mais d'un point de vue logique, c'est un petit peu ça. Quand on regarde justement les projets de développement, d'innovation, pas uniquement réalisés par Facebook, enfin, on peut plus parler de Facebook maintenant, il faut parler de Meta. Oui, c'est vrai. On n'a pas l'habitude encore. Exactement. Oui, quand on voit les projets d'innovation de Meta ou même d'autres entreprises des GAFAM, il y a déjà des développements, des projets de gilets, par exemple, qui seraient sensoriels et qui permettraient justement d'avoir un ressenti dans cet univers virtuel qui serait proche du réel. C'est pour ça que cette crainte, quelque part, à travers cette question, je la représente, c'est qu'il y a une création progressive d'un substitut total à à la vie réelle pour entrer dans un univers virtuel complet. Et ce qui permet aussi de facilement, entre guillemets, penser ce sujet, c'est l'existence du film Ready Player One, qui est une matérialisation concrète de cet univers. Et après, aujourd'hui, c'est la fiction, c'est les films qu'on a sur les plateformes culturelles numériques. Avant, c'était les contes, les mythes, c'était les super-héros, etc. On a de tout temps eu des imaginaires et des histoires qui nous permettaient de matérialiser nos plus grandes peurs ou nos plus grands fantasmes. Donc ça, en fait, c'est pas nouveau en tant que tel. Sauf qu'aujourd'hui, on a la technologie qui est en train de rattraper nos rêves et nos espoirs et en fait de les rendre possibles. C'est pareil avec l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, etc. Toutes ces problématiques philosophiques, cette fois-ci, en fait, elles deviennent réelles parce qu'on est capable de créer ce qu'on imaginait depuis la nuit des temps, en quelque sorte. Et effectivement, tout ce qui va être combinaison haptique, etc., etc., on est dans de l'expérientiel poussé au maximum qui va nous permettre de brouiller les frontières encore plus entre le rêve, la réalité et la fiction. Et c'est là où ça devient dangereux. On a un anthropologue qui s'appelle Marc Auger qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui explique que chaque société qui ne délimite pas de manière claire les frontières entre le rêve, la réalité et la fiction, et ben en fait, l'ordre social est mis à mal et la société, elle finit par péricliter. Donc c'est cette question-là de se dire, donc pour en venir au lien social, si on a cette grille de lecture-là, on se dit qu'effectivement c'est cool d'être connecté de la tête aux pieds pour pouvoir vivre dans un métaverse et tout ressentir comme dans la vie réelle, mais à moyen ou à long terme, est-ce que c'est une société saine que l'on va créer? Est-ce qu'on va être capable également d'avoir une vie saine dans ces métavers si on est complètement déconnecté, qu'on n'a plus de repères entre ces trois différents niveaux de réalité? Vous parlez d'histoire, de films, de contes, de fiction, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que quand à l'époque il y avait la diffusion de ces fictions et qui avait une imagerie futuriste, c'était quand même dans une temporalité qui était très très éloignée. On avait des films des années 60-70 qui montraient l'univers en 2020, en 2030. Et ce qu'on a aujourd'hui, quand on reprend le film Ready Player One, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en 2022, le film date de 2018. On est quand même là sur une temporalité de 4 ans. Alors, le Metaverse n'est pas encore effectif et à la logique de son système, mais réussir à penser un système concrètement
pourrait aujourd'hui exister à partir quand même d'une temporalité aussi réduite, je pense que ça participe et ça nourrit la crainte des personnes qui, justement, ne veulent pas se confronter à ça. Et d'autant plus que, surtout, le film Ready Player One est de dystopie, parce que, justement, l'intérêt de la vie de ces personnes-là, dans le film, passe par l'univers virtuel. En fait, c'est ça. Dans tout ce que vous m'avez dit, il y a deux éléments sur lesquels je peux rebondir. C'est que dans les années 60, en fait, la science-fiction, c'était une science-fiction qui allait sur d'autres planètes, dans d'autres réalités, qui allait très très loin. Aujourd'hui, le genre est plus à la dystopie et à une réalité et à un futur qui va ressembler à s'y méprendre à notre réalité et qui va projeter à l'extrême des scénarios, notamment liés à la technologie. Donc ça, couplé au fait qu'on a quand même des avancées technologiques qui sont hyper rapides, font qu'effectivement, ce qu'on a dans Ready Player One, on a l'impression que ça existe déjà. Et ça participe aussi à amener les individus à accepter d'aller dans le métaverse, parce qu'au final, le divertissement est tellement présent dans notre vie. La technologie, c'est l'utopie numérique. Et en plus, on a des entreprises et des modes de vie qui sont en train de s'hybrider là-dedans. Donc au final, pourquoi ne pas y aller? Et c'est là où c'est un petit peu pervers, parce que toutes les dystopies que l'on va avoir, Ready Player One, elle va être moins négative que Black Mirror, etc. Mais en fait, c'est à chaque fois, quand même, on dénonce les dérives potentielles de ces univers virtuels, mais au final, on ne fait rien parce qu'on s'habitue quand même à se dire, ah bah oui, en fait, c'est déjà presque là. Et moi, j'ai pas envie de changer mon mode de vie. Donc effectivement, c'est un peu pire, mais par contre, comme j'en ai conscience, peut-être que je tomberai pas dans les pièges que mes héros fictionnels ont eu. Donc en fait, tout est un petit peu paradoxal, et c'est pareil pour le film Don't Look Up, c'est que d'un côté on dénonce un système, mais Netflix alimente quand même beaucoup ce système-là. Donc, dans quelle mesure on n'est pas aussi sur une propagande pour donner l'illusion d'être dans une connivence en disant oui, moi aussi j'ai compris que c'est l'urgence, mais je suis pas sûre que ça amène à l'action en fait derrière. Mais alors, la logique sociale, en fait, nous invite à se conformer à cette masse et donc à accepter des choses que, effectivement, pensées par le passé, on aurait rejetées. Cette logique, par exemple, des réseaux sociaux, Instagram, par exemple, qui est hyper égocentrique, mais est-ce que en avoir conscience, c'est pas déjà un premier pas pour non pas combattre? Et c'est là ma question, en fait, c'est que le problème de combattre un système, c'est, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la logique libérale, il est difficile de faire peser sur les épaules d'un seul et même individu la logique de tout un système. Donc, avoir les consciences des problématiques du système, ce que ça représente et de sa composition, c'est déjà un premier pas pour le combattre. Mais le deuxième pas, le plus difficile, c'est de trouver les armes, la masse de personnes qui acceptera de le combattre, malgré que les personnes, à l'origine, refusent de s'y confondre. Ah mais totalement, et cette prise de conscience, elle est nécessaire, elle est primordiale, et en fait, elle est pas forcément si évidente que ça. Du moment où on se pose des questions sur un sujet, c'est qu'on a plus ou moins une prise de conscience, ou du moins on se pose des questions. Mais pour là on est sur le métaverse tous les deux, on s'est posé des questions dessus. Mais pour plein d'autres choses dans notre vie quotidienne, en fait, on n'a pas vu le mal. On s'est dit oui, c'est pratique ou pas, mais en fait, on n'a pas remis en cause, on n'a pas eu de prise de conscience. Et c'est impossible dans une société d'avoir une prise de conscience pour toutes les actions que l'on mène dans son quotidien, sinon on devient fou. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, effectivement, la mise en action est passée de cet individualisme à un collectif pour avoir une action et du coup agir sur le système. C'est quelque chose qui est hyper compliqué et qui n'est pas forcément facile et possible dans notre société, parce qu'on est un peu sur des états policiers roses qui sont quand même assez agréables et où on a plus à perdre qu'à gagner, du moins c'est l'illusion que va avoir la classe moyenne ou la classe supérieure. Mais par contre, d'un point de vue anthropologique, les GAFAM sont en train de prendre la même place que les États ou les religions. Et en anthropologie, on parle d'intersubjectivité, donc ça va être la capacité à imaginer des entités réelles pour pouvoir organiser le réel. C'est-à-dire, c'est notre imagination qui va croire qu'effectivement, on a un État français et qu'on va suivre les règles. On va croire qu'on a une entreprise, on va aller travailler tous les jours, et c'est cette croyance partagée dans cette organisation qui va faire qu'on va continuer à alimenter le système. Mais en fait, si on arrête de croire en nos politiques, en nos institutions, dans le système, ou même si on arrête de croire aux GAFAM et qu'on se dit, bah non, en fait, le métaverse, c'est juste une matérialisation d'un imaginaire que j'ai pas envie
d'avoir, et ben on va s'en détourner et on va choisir d'autres pratiques, d'autres modes de vie. Et quand on arrête de croire en un Dieu, en une institution, dans une entreprise, et ben en fait elle cesse d'exister. Donc pour moi, la rébellion, la mise en action, elle passe pas forcément par un collectif qui va mettre en place des pratiques de rébellion, soit par la violence, soit par d'un point de vue intellectuel, parce que d'après moi, aujourd'hui, si ça tient, c'est parce que tout est fait pour que les individus se rebellent le moins possible. Mais par contre, arrêter de croire, pour moi, c'est l'étape 2 d'une prise de conscience et c'est accessible à tout le monde. Et en fait, si on arrête de croire en ces organisations ou en ces personnes, et ben en fait, elles n'ont plus vocation à exister sur la scène publique et sur les réseaux sociaux. Et quand on voit les politiques, leur prise de parole où ils fonctionnent en mode feuilletonnage, en fait, c'est pour qu'on continue à parler d'eux et donc à croire en eux. Mais si plus personne ne relaie ce qu'il dit, ils arrêtent de parler, en fait. Parce que tu dis sur l'emploi du mot croire, ça Oui. renvoie quand même quelque chose en commun. C'est-à-dire que effectivement, moi, si individuellement je refuse de croire au métavers, je n'empêcherai pas l'existence de ce. Oui, mais si vous êtes de plus en plus à croire que vous ne voulez pas croire en lui, justement, et ben vous allez tomber sur d'autres personnes qui ont la même croyance que vous, justement, et vous allez avoir des actions ou un lien social qui va être différent et qui ne peut pas être et qui sera différent de celui qui va être pensé par la rébellion, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous ne pensez pas que si on fait une rétrospective et qu'on revient 10-15 ans en arrière, voire 20 ans, et qu'on présente le réseau social Instagram, par exemple. Ouais. Personne n'y croirait. Bah, voilà, exactement. Et pourtant, il existe. Oui. Et aujourd'hui, il y a je ne sais combien de millions voire milliards d'utilisateurs. Et pourtant, à une époque, je pense que personne n'y aurait cru. Mais au-delà même de la croyance sur le fait que ça allait réussir, c'est que des personnes, à la présentation du projet, auraient été rebutées sur l'aspect et sur l'imagerie que ça représente. Mais pourtant, ça existe. Mais après, c'est toujours le même principe, c'est qu'au début, on va adresser, on va adresser cette offre-là à des profils très spécifiques. Et en fait, Internet et les réseaux sociaux, on a quand même une temporalité de plusieurs décennies. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi. Donc en fait, tous ces éléments, et c'est ce qu'on disait sur le métaverse, qu'à un moment donné, là, on est sur l'étape 1, ça sera accepté si c'est des projets qui ont vocation à se développer en tant que tels, en fait. Le point, c'est que dans les années 80, si on reparle sur Insta, il y avait quand même il y avait des préoccupations qui étaient militantes ou politiques par rapport aux enjeux éco-environnementaux, à la politique, etc. Mais il y avait moins cet intérêt pour un pan de la population très important. Là, aujourd'hui, on est quand même... les gens communiquent avec tout le monde via les réseaux sociaux, ils ont accès à plus d'informations, on nous a tellement matraqué qu'il fallait faire différemment, on a quand même de plus en plus qui se posent des questions. Donc peut-être qu'à un moment, de toute façon, il y a toujours des changements de société. Est-ce que c'est le métaverse qui va précipiter un changement de société dans son sens ou dans un autre sens, ou alors un autre facteur qu'on ne peut pas forcément prévoir non plus, mais c'est à chaque fois... C'est pour ça que c'est toujours compliqué de répondre à ce type de questions, parce que les basculements de société, ils se font sur un temps long. Et en fait, rétrospectivement, on se dit, ah bah oui, il y a eu cet élément, et là, on peut dire que c'est le point de bascule. Mais quand on est en train de le vivre, on se rend compte qu'on a un faisceau d'éléments qui permettent d'expliquer un certain nombre de pratiques, mais et puis c'est toujours dur de se dire comment c'est pas nos propres croyances, pour le coup, nos propres représentations, parce que là on analyse un fait de société où on est aussi concerné, qui vont faire qu'effectivement je projette pas mes propres espérances et mes propres angoisses. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, je suis plus sur prise de conscience, et si on arrête de croire ou on croit en autre chose, et ben qu'est-ce qu'il advienne d'eux, plutôt que de partir sur une rébellion où tout est fait aujourd'hui pour que justement on n'ait pas envie de se rebeller parce qu'on a trop à perdre. Vous avez travaillé sur le phénomène de déconsommation et du mythe de la contre-culture post-capitaliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, et notamment parce que sur ma lecture personnelle de la société, il me donne l'impression d'abord que nous ne sommes pas dans un phénomène de déconsommation, mais aussi parce que vous parlez de post-capitaliste, alors que j'ai le sentiment, justement, par rapport à l'entretien que nous venons d'avoir, sur le fait que nous sommes toujours dans une société capitaliste, parce que justement, la logique du métaverse vise à proposer un changement qui n'en est pas un sur le système. Bah, il y a 10-15 ans, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle la consommation émergente, que ce soit la consommation alternative, économe, la décroissance. On avait plein de gens qui voulaient
changer le monde par la consommation et qui étaient les héritiers de différents mouvements contre-culturels des années 60-70, avec des slogans consommer moins mais mieux, etc., qu'on connaît bien. Et au fil des enquêtes anthropologiques que j'ai pu mener, je me suis dit qu'en fait, on n'était pas du tout dans de la décroissance, encore moins dans de la déconsommation, mais dans une nouvelle forme d'hyperconsommation, cette fois-ci éco-responsable, où en fait on amenait davantage à déplacer des habitudes de consommation ou des postes d'achat ou d'usage vers d'autres, et que parfois, et même souvent, ça amenait à consommer davantage. Aujourd'hui, je parle plus forcément du mythe de la consommation post-capitalisme, mais plus du mythe de la consommation éco-responsable, qui est un petit peu la belle histoire qu'on se raconte depuis tout à l'heure, où on fait peser de la responsabilité et de la culpabilité sur les individus. On leur dit qu'ils doivent arrêter de consommer tout en continuant à consommer pour maintenir les emplois, l'économie, etc. Et qu'au final, c'est quand même la consommation qui nous permettra d'assurer cette transition éco-environnementale. Et c'est une super belle promesse. On continue à avoir du confort, on continue à avoir nos modes de vie et tout ira bien, pour nous comme pour les générations futures. Et puis, effectivement, s'il faut payer 1 euro de plus un légume ou de la viande, s'il faut aller changer ses habitudes d'approvisionnement, prendre plus le vélo, eh ben, c'est un effort collectif qui est demandé à la population, mais qui au final amène le système à s'adapter à ces nouvelles aspirations sociétales pour pouvoir mieux évoluer et continuer là-dedans. Donc moi, je travaille vraiment sur capitalisme responsable, mythe de la consommation responsable, en essayant de comprendre en fait quels sont les mécanismes de mise à distance de la réalité par rapport au discours que l'on va nous raconter. On a tendance à dire que tous les individus sont des menteurs de bonne foi, moi la première, et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Et en fait, la consommation responsable, pour moi, crée des moralités utopiques, des espaces dans le réel qui donnent une illusion de cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on pense faire par rapport à l'éco-responsabilité, parce qu'on est tous gentils, généralement, on a tous envie d'être quelqu'un de bien, mais par contre, on va s'arranger avec la réalité par rapport à ce que l'on a envie de faire, ce que l'on peut faire, et par rapport au discours que la société et les institutions vont véhiculer. C'est le sociologue Luc Boltanski qui parlait justement de l'adaptabilité du système capitaliste justement à perdurer et justement à s'adapter, disons, aux valeurs, aux nouvelles modes pour justement perpétuer. Et effectivement, quand vous parlez de cette logique éco-responsable, effectivement, on a ce qu'on appelle le greenwashing, où le système capitaliste qui est sans accuser, je pense à tort, largement contributeur et responsable du dérèglement climatique et qui pourtant, par son système, aujourd'hui, par cette logique écologique éco-responsable, se propose d'être un système qui va proposer des instruments pour permettre d'agir de manière éco-responsable. Et tout en continuant à consommer, bien évidemment. Et c'est là où on a encore un paradoxe, c'est parce que moi, je travaille énormément avec un certain nombre de firmes internationales. Et en fait, quand on disait tout à l'heure, oui, les gens, à l'échelle individuelle, ils changent, donc c'est dur de leur dire qu'à l'échelle d'un système, ils ne changent pas. Et bien en fait, dans les entreprises, c'est pareil. Parce que dans les divisions innovation, marketing ou études ou ce que vous voulez, on n'a que des gens hyper sympas et hyper bien qui sont convaincus par ce qu'ils font et qui veulent vraiment œuvrer dans le bon sens, qui sont prêts à changer leur process, à changer leur manière de travailler, à renoncer à un certain nombre de leurs croyances pour le bien collectif et pour notre planète de manière générale. Et ça, c'est vrai, et ça, c'est très bien. Et effectivement, il vaut mieux manger un produit qui sera moins transformé d'une même entreprise qu'un produit qui était très transformé. Et ça, je le remettrai jamais en doute. Mais par contre, si on dézoome et qu'on ne regarde plus ces individus, eh ben, on est toujours quand même dans une entreprise, une firme qui s'adapte, qui continue à être profitable et qui, au final, met l'accent et met le regard sur des éléments positifs et des actions qu'elle va mettre en place et qui nous fait pas regarder, en fait, la poussière qu'il y a sous le tapis. Même si je suis sûre qu'il y a des entreprises qui sont clean de A à Z. Mais après, est-ce que ce serait possible et soutenable d'avoir des modes de vie avec que des entreprises hyper top aux quatre coins du monde? Et puis après, nous, on est en Occident.
il y a toute l'émergence des classes moyennes mondiales, la paupérisation d'une partie encore plus importante de la population avec la crise, qui font qu'on a plein de gens, en fait, on n'est personne pour leur dire, les mecs, arrêtez de consommer, parce que pour eux, c'est un droit, un besoin, et ils comprennent pas pourquoi eux ne devraient pas le faire, alors que nous, on a profité pendant un demi-siècle. Il y a le conférencier Franck Lepage, s'inspirant des travaux de Luc Boltanski, toujours, qui avait travaillé justement sur les livres de management qui étaient existants dans les années 80. Et ils avaient en fait regardé le mot-clé, disons, qui ressortait le plus à cette époque dans les ouvrages de management. Et alors, j'ai oublié quel était ce mot, mais c'était une logique. Oh non Comment? Vous en souvenez pas? Je veux savoir le mot. Non, mais attendez, il y avait, je crois, le mot hiérarchie, je crois. Quelque chose comme ça. Non, ou peut-être productivité, compétitivité, enfin, un mot associé à ça. Et il disait, effectivement, dans la logique syndicale, dans les combats entre les syndicats et l'entreprise, combattre une entreprise qui ne se bat tout le temps pour la compétitivité et toutes les conséquences que ça peut avoir sur les salariés, c'est une cause qui se défend. Et il dit, à l'inverse, Luc Boltanski a regardé les ouvrages de management qu'il y avait récemment, après les années 2000, ou je crois avant les années 2010, avant 2010. Et il disait que le mot-clé qui ressortait aujourd'hui, c'était le mot projet. Et il dit parce que, en fait, autant un syndicat peut se battre contre une logique de compétitivité, de surproduction, de hiérarchie, autant se battre contre un projet, c'est impossible. Parce que le projet, c'est ce qui réunit tout le monde, c'est ce qui réunit une association, c'est ce qui réunit une entreprise, c'est ce qui réunit des bénévoles. Ils ont tous un projet. Et donc, se manifester contre un projet, c'est impossible. Ah, mais c'est impossible exactement contre un projet. Et en plus, il y a un livre qui s'appelle Anthropologie du projet de Boutinet qui explique bien que le projet n'a du sens qu'avant qu'il soit réalisé. Et qu'en fait, c'est l'espoir et l'espérance d'avoir une cause commune pour un but louable qui a du sens. Et qu'une fois que le projet il est réalisé, faut en trouver un autre. Donc, effectivement, cette notion de projet, en fait, elle est labile et elle n'est pas matérialisable. Donc, on ne peut pas se battre contre elle. Et pour aller dans la suite de ce que vous dites, moi, on me demande souvent d'intervenir et de décrypter d'un point de vue anthropologique tout ce qui va être flexibilité et hybridation du travail, des logiques managériales, etc., etc. Et que ça soit la flexibilité ou l'hybridation, c'est faire accepter l'incertitude et l'instabilité permanente comme quelque chose de positif pour les individus, qui serait un changement, mais qui au final est pour faire en sorte que les entreprises restent bien là. Et là, effectivement, on est encore dans cette logique de projet où, au final, en fait, on est sur quelque chose qui n'existe pas, mais qui doit être accepté en tant que tel par les individus. Et c'est encore plus dur d'aller à l'encontre de ça et de s'élever contre quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne matérialise pas et qu'on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Merci Fanny Paris pour cet échange, pour cet entretien. J'ai une dernière question à vous poser, que je pose à toutes les personnes qui acceptent notre invitation. C'est, est-ce que vous avez en idée un sujet, un thème, quelque chose que vous aimeriez nous voir traiter? Alors, peut être un sujet politique, historique, philosophique, sociologique, d'actualité, peu importe. Est-ce que vous avez quelque chose pour tout vous dire, comme ça vous permet de réfléchir en même temps. J'ai eu un entretien il y a quelques semaines avec une historienne. Nous avons échangé sur le général de Gaulle sous l'angle de la Cinquième République. Et c'est à l'issue de cet entretien, je lui ai posé cette question-là. Et elle m'a dit, écoutez, le métaverse, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de tellement inconnu. Je lui ai dit, très très bien. Écoutez, nous traiterons ce sujet-là. Alors si je suis passée sur votre grille, c'est grâce ou à cause d'elle, ok. Exactement. Donc moi, non, ce serait plutôt sur tout ce qui est Netflixisation des récits politiques qui est en train de se jouer pendant la campagne, notamment comment les différents candidats à la présidentielle utilisent des stratégies de la fiction et de l'industrie du divertissement, et notamment de Netflix, pour pouvoir capter l'intérêt des concitoyens et du coup avoir un discours, une manière d'être et une manière de communiquer qui est cohérente avec les nouveaux codes de la société. Et là, notamment, on a 2 chercheurs qui communiquent pas mal dessus. Et c'est un vrai sujet parce que eux, ils participent.
Ces nouveaux récits politiques participent à brouiller les frontières entre les différents niveaux de réalité et indirectement nous précipiter encore un petit peu plus dans ces métaverses parce que on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vient du divertissement ou ce qui est de la politique. Et quand Facebook prend des positions en tant que telle, elle fait de la politique, elle devient une marque politique. Donc voilà, moi je pense à ça. Je crois que, pour parler de ce sujet en de 3 mots, je crois que celle qui s'était fait, disons, connaître, qui s'était créé une réputation, c'était Alexia Ocasio-Cortez, je crois, la démocrate aux États-Unis, qui avait eu un suivi de sa campagne, et je crois que le suivi de sa campagne avait été à l'issue de la campagne diffusée sur Netflix, et donc il y a eu tout un suivi effectivement de sa campagne lorsqu'elle était chez elle, lorsqu'elle était en train de préparer ses affiches, disons à la sauvage, et qui est aujourd'hui encore, je crois qu'elle est encore sénatrice démocrate. Moi, je vais me renseigner, je connaissais pas du tout, mais oui, ça participe un petit peu à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Vous verrez, elle est justement d'un point de vue réseaux sociaux. Alors après, justement, elle est d'une jeune génération. Elle doit avoir moins de 40 ans, doit avoir 35 ans. Et justement, sur les réseaux sociaux, elle a une très très bonne maîtrise et une très très bonne communication numérique. Et justement, c'est à travers ce reportage qui est donc diffusé sur Netflix que je l'avais connu. Je vais aller regarder s'il est encore disponible. Mais effectivement, on est dans cette logique où tout s'hybride, où on est obligé d'avoir d'autres armes et d'autres manières de communiquer, et chaque personne devient une marque politique à part entière. Et bien évidemment que les politiciens sont obligés de jouer des codes de ce qui fait sens pour les individus. Mais en même temps, vous avez en 2017, je crois, Jean-Luc Mélenchon avait fait un film, je crois, de sa campagne qui était sorti au cinéma. Vous avez également, alors là, on parle de cinéma, on parlait de Netflix, mais également sur les autres plateformes de diffusion, Twitch, où vous avez tout le gouvernement qui... Emmanuel Macron est passé sur Twitch, je crois, Gabriel Attal également. Jean-Luc Mélenchon aussi, je crois, a fait son passage sur Twitch. Enfin, il y a vraiment une adaptabilité, disons, due aux plateformes qui toucherait et qui touche principalement les nouvelles générations. Et donc, c'est justement un public... sur lequel, en plus d'un point de vue politique, qui est souvent très abstentionniste, donc il y a quelque chose à faire en utilisant ces codes-là. Ah ouais, totalement. Et puis Mélenchon, lui, c'est celui qui représente quand même le mieux l'utopie numérique. En 2017, hologramme à ses conférences. Hologramme, oui. Ouais, là, je sais pas si c'est encore passé, mais il a imaginé, je sais plus où, à Nantes, un cube géant, immersif, expérientiel, avec le son, les odeurs des écrans géants pour pouvoir amener son public à vivre l'expérience. Donc, en fait, tout se mélange et tout s'hybride, que ce soit, c'est ni mal ni bien, mais effectivement, en fait, ils sont obligés d'être omnicanal aussi parce que sinon, on ne croirait plus en eux pour le coup. Merci pour cet échange. On va se laisser sur ces bonnes paroles, sur ces paroles intéressantes. Je vous souhaite une excellente soirée et une